Donc, mon cher Jacques, bonsoir. Alors, en fin de compte, moi, tu sais, je suis vérité. Ça fait déjà presque trois quarts d'heure qu'on discute très passionnément, toi et moi. Donc, je vais pas dire, ah, bonsoir, on se découvre que maintenant. Absolument. Parce Oui, que voilà, c'est justement, il y a une tellement belle énergie qu'on a envie de la partager. mm, Donc, du coup, cette visio, donc, je te remercie d'y participer parce que tu as assisté à la deuxième édition de Merkaba, l'esprit de la science, qui était sur la résonance des savoirs. Tu es intervenu dans cette rencontre qui était AERA. Donc du coup, merci parce que je sais que l'air, c'est pas trop ton histoire, c'est surtout l'eau qui est ton histoire. Donc mm. merci d'avoir fait voilà d'avoir fait ce pas pour nous. Et donc je vais te présenter succinctement, mais bien entendu, hein, comme on disait, si tu veux développer, tu développes, hein, Jacques. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que tu pratiques. Donc on va dire qu'aujourd'hui tu pratiques une médecine intégrative, c'est ça? Voilà. On Ça a appelle remplacé, voilà, ça a remplacé un petit peu le terme de médecine alternative, de médecine parallèle, qui ne sont pas des bons termes, hein. La médecine intégrative au sens d'une médecine globale, voilà, la globalité de la médecine. C'est un petit peu ce terme-là maintenant qui prévaut, hein. Donc voilà, je suis un médecin intégrateur. Non, je plaisante, mais voilà. Ça veut Mais c'est ça. dire que, ça veut dire qu'on voit les gens dans leur globalité, la vraie globalité. Ça veut dire une globalité de la pathologie, mais aussi parfois besoin de globalité d'outils thérapeutiques. On ne peut pas tout faire avec un outil, hein, c'est un petit peu ça, hein. Donc moi, je me suis beaucoup baladé pendant des années pour tester tout un tas de choses, hein. On ne peut pas être médecin sans être curieux. Un médecin qui n'est pas curieux, il va s'emmerder. Oh, pardon, un terme, je suis un peu vulgaire. Mais voilà. Donc voilà, donc j'ai touché à l'auriculothérapie, à l'homéopathie longtemps. Je reste homéopathe quand même, hein. À l'acupuncture, bien entendu, toutes ces médecines qui doivent être intégrées dans une médecine globale, hein, tout simplement. Et puis l'ostéopathie est devenue mon pilier, hein. L'ostéopathie est devenue mon pilier et je m'en sers bien entendu comme de référence. Je me présente plus comme médecin ostéopathe qu'homéopathe ou qu'acupuncteur, hein. Mais en sachant que, voilà, que j'ai beaucoup d'outils à ma disposition que j'utilise en fonction de, c'est-à-dire comment se présente la personne, la pathologie, la globalité. Donc la personne ne sait jamais trop, et moi-même je ne sais pas trop ce que je vais lui faire quand on se rencontre. Et c'est à travers les échanges, à travers le ressenti que je vais plus intervenir. En ostéopathie, c'est toujours quand même du 100% auquel je vais complémenter s'il y a besoin par des couleurs, par de la chromothérapie, par de l'auriculo, par de l'homéo, par de la phyto. Voilà, c'est un choix raisonné, c'est une résonance, hein, entre nous. Et voilà, donc voilà comment je pratique. Et puis avec une spécialité un petit peu plus, ensuite, voilà, j'ai acquis en allopathie une spécialité douleur, hein. Donc voilà, ce qui permet de voir des gens avec des pathologies parfois un peu difficiles, hein, mais c'est aussi tout l'art de la médecine de pouvoir répondre à des pathologies plus difficiles, qui deviennent d'ailleurs de plus en plus difficiles dans ce monde où on est avec tellement d'interférences. Voilà, Super. voilà. Alors, dans l'ostéopathie, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu travailles tu as fait un travail sur la vision de différentes eaux. Et ça m'interpelle parce que je pense que, comme beaucoup, on a ce sentiment que, comme l'océan, on voit une eau salée, l'eau du robinet, c'est qu'une seule eau. Et du coup, et là, de plusieurs eaux dans le corps. Et je trouve ça super intéressant. Si tu pouvais développer là-dessus, mon cher Jacques. Ouais, il y aurait beaucoup à développer, hein. Bon, l'eau, c'est la vie, mais c'est rien de le dire, il faut le vivre, quoi, hein. Cette eau, pour essayer d'être synthétique, hein, voilà, dans une vision artificielle quand même, hein, dans cette manière de pratiquer l'ostéopathie, dans ma vision de l'eau, du corps physique, hein, eh bien, j'ai partagé un petit peu l'abord de la personne à travers différentes eaux du corps, hein, d'accord. La plus simple, la première, la plus simple, c'est l'eau circulante. Là, tout le monde comprend que c'est de l'eau, hein. On verse de l'eau, voilà. Là, c'est l'eau circulante à travers nos artères, à travers nos veines, à travers le système lymphatique, qui est aussi un autre système, hein, moins connu et pourtant très important. Et donc, cette eau, voilà, c'est la première, c'est le premier compartiment, j'ai envie de te dire, l'eau circulante. Là, tout le monde l'imagine, on l'a compris, on voit les artères, on voit le cœur, ça booste, voilà. Ça, c'est le plus facile à comprendre. Il y a une autre eau qui est facile à comprendre aussi, même si on ne la connaît pas, il faut faire un peu d'anatomie, c'est l'eau du liquide céphalorachidien.
hein. Mm. C'est-à-dire, tout le monde connaît les ponctions lombaires, par exemple, hélas, hein, quelquefois on fait des ponctions lombaires. Ça veut dire qu'on pique dans le dos pour recueillir l'eau du liquide céphalorachidien. C'est pas une eau circulante comme l'eau des artères, mais ça reste quand même de l'eau comme on l'imagine, hein. Mais c'est une eau qui a des propriétés bien particulières sur lesquelles je ne vais pas rentrer, en particulier des propriétés électromagnétiques très particulières. Voilà, ça c'est le deuxième compartiment, pour faire simple. Et puis après, il y a une autre eau. Alors là, c'est l'eau magique, c'est l'eau incroyable, l'eau merveilleuse. C'est l'eau morphogénique, hein, décrite par Marc-Henri, hein, qui est un inspirateur pour moi, un professeur Marc-Henri qui a travaillé beaucoup sur l'eau. Et c'est une eau où on trouve plusieurs noms. C'est le quatrième état de l'eau, décrit par Pollack, hein, américain. C'est l'eau informée, c'est l'eau interfaciale, c'est une eau qui fait de l'interface. Alors là, on quitte la vision de l'eau qu'on imagine. C'est une eau qui s'organise de manière très structurée, et elle perd même le côté H2O. C'est une autre formule, hein. Cette eau n'est plus de l'eau, c'est déjà une sorte, on pourrait l'imaginer comme un gel, plus comme un gel que comme une eau, hein. Mm. Je fais simple, hein, un peu faux quand on dit simple, mais cette vision-là est plus facile à comprendre. Et on imagine bien que cette eau, un peu gélifiée, entre guillemets, va pouvoir tenir les formes, hein. D'accord? Donc cette eau morphogénique, cette eau interfaciale, tient les formes. C'est-à-dire que notre molécule d'ADN, par exemple, tout le monde parle de l'ADN, nos gènes, etc. Eh bien, s'il n'y avait pas d'eau, l'ADN tomberait, je n'ose pas dire le terme, mais il n'y aurait pas d'ADN tenu, hein. Mm. Nos protéines sont tenues par l'eau, hein. Nos protéines, hein, partout, notre corps, le collagène, tout le monde a entendu parler du collagène, qu'on peut s'infiltrer éventuellement dans les lèvres. Eh bien, le collagène, il tient grâce à l'eau, d'accord? Voilà. Et tout est comme ça, hein. Et donc voilà, c'est l'eau qui donne les formes, hein. On peut imaginer du sable. Le sable, par exemple, quand il est sec, vous ne ferez rien avec le sable sec. Vous mettez de l'eau pour faire un château. Voilà, Mm. d'accord? Ça, Bien. c'est l'eau morphogénique, Mm. d'accord? Et cette eau morphogénique, donc, tient les formes et, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donne aussi également de l'énergie, hein. Donc, forme et énergie, grâce à cette eau morphogénique, qui est l'eau essentielle, en fait. C'est l'eau essentielle. Sans elle, pas de vie, hein. On le retrouve partout. On le retrouve chez les végétaux, bien entendu, dans les végétaux, hein. Euh, pour ce qui est vivant, dans le domaine du vivant, on parle d'eau biomorphogénique, on pourrait dire biomorphogénique, mais dans le minéral, il y a aussi de l'eau morphogénique. Mais ce n'est pas de l'eau biologique, c'est une eau un petit peu différente, mais c'est quand même de l'eau morphogénique qui tient les minéraux, hein. Voilà. Donc vous voyez qu'elle est universelle, d'accord, cette eau morphogénique. Donc vous voyez ces trois sortes d'eau, donc euh, particulières au vivant et donc à l'homme. Voilà. Alors ce qu'on pourrait Ah, dire, ce que j'ai envie de, du coup, si je me permettre, Jacques, c'est que justement, alors soit tu parles de l'eau circulante ou morphogénique, dans laquelle justement il y a ce mouvement dont on parlait, tu vois, de ce vortex et qu'on voilà. retrouve, donc je me permets de faire le lien, du coup, qu'on retrouve aussi dans les organes, dans certains organes. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va d'abord parler de l'eau circulante, toujours la plus simple. Alors, l'eau circulante, bien entendu, il faut qu'elle circule, par définition, hein. Pour qu'elle circule, elle a besoin d'une pompe, hein. Mais cette pompe ne suffirait pas à faire circuler l'eau, en fait, jusqu'au bout des petits capillaires. Vous savez qu'on a 100 000 kilomètres de vaisseaux. C'est invraisemblable. Ce monde est le corps humain est invraisemblable. Bien. Donc, vous imaginez bien que le cœur, à lui tout seul, cette petite pompe, si on l'imagine que comme une pompe mécanique, ne serait pas capable d'alimenter tous les petits capillaires périphériques. Il faut une autre force. Voilà ce qu'il faut dire, une autre force. Et cette autre force, eh bien, elle est donnée par l'eau circulante, associée à l'eau morphogénique, mais je peux rentrer là-dedans, hein. Et cette eau circulante, elle a besoin d'être dynamisée en permanence. Elle a besoin d'être dynamisée. Et on imagine bien que ce mouvement de dynamisation, pour l'eau circulante, c'est une spirale. Donc, dans toute cette eau circulante, tout est mouvement spiralé, hein. Donc, ça, c'est extrêmement important, hein. Donc, la spirale, ici, le vortex, est la clé de l'énergie de l'eau circulante. D'accord? Et cette forme spiralée, on va la trouver à tout niveau dans l'eau circulante. Alors,
si on part du cœur, puisque c'est la pompe, hein, mais la médecine voit le cœur comme une pompe, une bête pompe mécanique, alors que c'est tellement autre chose, hein, même sans rentrer dans une symbolique, hein. Ce cœur, puisqu'on parle des vortex, finalement, la spirale, c'est le vortex, c'est le tourbillon, hein, et on va le voir que dans cette eau circulante, donc c'est très très dynamique. Et le cœur lui-même est structuré au départ, sa structure du cœur, eh bien, est spiralée. Le cœur, sa structure, hein, les fibres musculaires du cœur qui forment le cœur sont enroulées de manière spiralée, hein, de la base à la pointe, et tout ça est sur un support un peu plus rigide, collagénique, on parlait du collagène tout à l'heure, qui est également spiralé. Donc, le cœur, quand il est constitué de manière spiralée, ce qui paraît logique, puisqu'il va falloir qu'il donne une dynamique. Il ne peut être Et- que spiralé dans sa structure. Voilà. Et les grosses artères qui partent du cœur sont spirales également, elles se croisent, elles sont croisées. Donc vous voyez que déjà, en partant du cœur, tout est fait pour donner une dynamique spiralique à l'eau circulante. Voilà. Et tu Donc ça, parlais tout à l'heure justement, pardon, excuse-moi, c'est parce que je trouvais ça très très passionnant, le fait que comme il y a deux ventricules, qu'il y avait deux vortex voilà. opposés et Voilà, voilà, tu as raison de poser cette question. Je me suis souvent posé cette question. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'une affirmation personnelle, il y a rien de complètement scientifique. Il y a des morceaux scientifiques et d'autres qui le sont moins. Mais je me suis longtemps posé la question, comme beaucoup d'ailleurs, pourquoi le cœur est aussi électromagnétique? Pourquoi il est aussi magnétique, j'ai envie de dire d'abord, hein. On a envie de dire, bon, le cerveau super électrique, il y a des connexions, des neurones qui scintillent de tous les côtés. Oh, il doit avoir un magnétisme énorme. Eh bien non. Eh bien non. Bien sûr qu'il y a un magnétisme, on peut enregistrer le magnétisme du cerveau, mais comparé au cœur, il est minable, hein. Le cœur est 10 000 fois plus magnétique que le cerveau, hein. La preuve, on enregistre maintenant les champs magnétiques du cœur, les champs magnétiques du cœur à plusieurs mètres, hein, à plusieurs mètres. Et là, c'est scientifique, avec des instruments qui sont de plus en plus performant. Donc voilà. Et pourquoi un cœur est aussi magnétique? Pourquoi? Voilà, c'est une question. Pour faire de l'électricité et du magnétisme, il faut des mouvements, hein. Regardez dans les centrales, qu'est-ce que c'est qu'une centrale électrique? C'est un cœur magnétique qui tourne au centre d'un bobinage. Voilà, hein. Mais ça, on peut le faire chez soi, hein, d'accord? Eh bien, le cœur, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui est magnétique au sein du cœur? Vous savez qu'on a deux cavités, droite et gauche, et on sait maintenant que dans ces cavités, dans les ventricules, eh bien, le cœur tourne en sens inverse. Il fait deux vortex avant de sortir et d'éjecter son sang vers les artères. Eh bien, il fait deux mouvements spiralés en sens inverse, hein, d'accord? Voilà, deux vortex inversés, de rotation inversée. Eh bien ça donne une force magnétique extraordinaire, hein. On pourrait s'amuser, on peut faire des expériences, hein. Quand on a deux vortex dans de l'eau et qu'on les fait de manière opposée, je peux vous dire que vous sentez la chaleur à distance. Eh bien, le cœur, c'est déjà ça. Rendez-vous compte, on a un noyau magnétique, pour rester simple, un noyau spiralé qui donne une force magnétique. Alors après, il manque le câblage. Où est-ce qu'il y a le câblage autour du cœur, hein, Eh bien, le cœur est câblé. Le cœur est câblé. Pourquoi? Il y a le système nerveux autonome, qui est un système autonome par définition, électrique, autonome, hein. Il a un rythme propre, hein. Il n'a pas besoin du cerveau, il marche tout seul, hein. On pourrait suspendre le cœur dans un bocal comme on fait avec la grenouille, ça marche tout seul, hein. Eh bien, donc vous voyez qu'on a un bobinage périphérique et un centre qui tourne en spirale. On a un cœur magnétique et une enveloppe électrique. Et donc le magnétisme donne de l'électricité redonne du magnétisme, etc., etc. Donc ça s'amplifie, comme l'a fait l'arsène quand on parle dans un micro, ouh, ça souffle de plus en plus. Et ça donne un électromagnétisme fantastique. Et tout ça grâce au mouvement spiralé initial dans les cavités cardiaques, pleines de liquide, pleines de sang, donc pleines de liquide. Voilà. Donc ça, c'est important de visualiser ce mouvement spiralé au sein du cœur. Voilà ce que je et voulais du bien coup, préciser. et là, elle me vient, tu vois, parce que on parlait justement de ces travaux qui se passent dans l'eau, dans ce vortex qui régénère l'eau, qui la reprogramme, qui la déprogramme et la purifie et la reprogramme. Absolument. Est-ce que c'est justement, est-ce que ce mouvement est dans la même volonté, intention dans le cœur, justement pour purifier le sang? Est-ce qu'il y a ce Non. résultat de purification lorsque le sang passe dans le cœur ou... Oui, je pourrais pas répondre complètement à cette question. Je suis resté que sur la dynamique, mais c'est vrai qu'on sait très bien que le vortex modifie en particulier, par exemple, les paramètres de Duclos de Vincent, hein, le pH, la résistivité, etc. On sait que le vortex modifie la composition ionique d'une eau dans laquelle il tourne. Ça, Hmm. ça c'est clairement établi.
Euh, donc, il a une notion de purification. En tous les cas, dans une vision moins palpable, il a cette notion d'information. Hein, et à la fois, il désinforme, il purifie l'information pour prendre une autre information. Hein. Ça, c'est le mouvement du vortex, hein, bien entendu. Il a cette vertu-là, outre créatrice et dynamique, il a cette vertu, effectivement, de jouer sur l'information contenue dans cette eau. Hein, voilà. Et, euh, donc, c'est pour ça que voilà, on pourrait partir après dans d'autres explications, hein, sur l'eau du robinet, sur l'eau, etc., qui n'est plus une eau vortexée. Vous voyez bien que l'eau du robinet est une eau morte, hein, on le sait bien. Et puis, sans parler de ce qu'il y a dedans. Mais voilà. Donc, il est important de dynamiser son eau. Voilà, ça c'est aussi un autre facteur, la filtrer, la dynamiser. On n'en parlera pas ce soir, mais la dynamisation est indispensable pour purification, pour permettre de prendre de l'information et puis donner de l'énergie. Voilà. Avec un peu d'infrarouge, c'est parfait. Ouais. Et du coup, c'est la même chose pour notre corps, quoi. C'est le dynamiser aussi. Voilà, C'est absolument. Voilà, on parlait de l'eau circulante, on reste encore un tout petit peu sur l'eau circulante. Hein. Vous qui est à voyez que l'intérieur, bien sûr, de notre corps. oui, je ne vous ai pas montré les photos du cerveau et des artères c'est une spirale invraisemblable, hein, on l'a montré, c'est des spirales invraisemblables. Et puis même sur les grosses artères, il y a des virages, rien n'est droit, rien n'est droit, tout est spiralé. Et puis le courant sanguin, quand il rencontre des bifurcations, hein, des bifurcations dans les artères, hein, vous imaginez bien, hein, eh bien, dans ces bifurcations, quand le sang bute sur une bifurcation, il fait deux vortex et hop, il redynamise. Donc, sans arrêt, il y a une redynamisation et les bifurcations servent aussi à ça. Et quand il y a des bifurcations, il y a des vortex inversés d'ailleurs, hein, dans une bifurcation, ça donne des vortex inversés, ça donne encore du magnétisme. Voilà, c'est sans fin, à la fois dynamisation, mouvement, magnétisme. Et voilà, tout est fait pour donner ce maximum-là, qui est une nourriture. Hein. Il y a la nourriture contenue dans le sang, hein, la nourriture comme on l'imagine, et il y a la nourriture énergétique, indispensable pour communiquer aux cellules. Hein. Voilà, la nourriture est aussi énergétique, même si c'est un peu moins palpable. Et donc, toute cette dynamique est organisée pour donner de la nourriture énergétique jusqu'au fin fond des cellules. Hein. Voilà. Donc, voilà, simplement pour parler de ce mouvement dynamique de l'eau, facile à comprendre. Hmm, très bien. Et alors, du coup, Jacques, dans la rencontre, tu étais accompagné de Monsieur Benaya, qui était en tant que maître soufi, présent en tant que soufi, qui parlait donc du souffle divin, de cette spirale divine. Et il y avait aussi à tes côtés Alexandre Floutard, qui est météorologiste, et lui qui nous parlait bien sûr de cette spirale, de cette tornade naturelle. Et du coup, toi, dans ta position, dans tes connaissances et tes savoirs, je voulais savoir quelle avait été cette résonance voilà, est-ce qu'il y avait un lien? Est-ce que tu te sentais, voilà, quelle était la résonance que tu pourrais nous partager, pardon. Bien sûr, on présentait les trois composantes du corps, de l'âme et de l'esprit. Hein. Moi, c'était une rencontre voilà, ça m'a paru flagrant. Hein. Le soufiste Boumedienne était dans le souffle, dans la spiritualité, le souffle de départ. Hein. L'énergie de départ et le souffle, il se manifeste dans le mouvement spiralé, hein, dans le vortex. Donc lui, il exprimait plutôt la spiritualité avec tout un symbolisme. Hein, des mots du souffle, etc. Donc lui était dans la spiritualité, le souffle original, le souffle originel, le souffle primordial. Et ce souffle primordial, il va s'exprimer comment? Dans une forme. Et la forme d'expression du souffle primordial, c'est le vortex. Voilà, ou la spirale, comme vous voulez. Hein, Oui. voilà. Mm. Donc ça, c'était le côté spirituel, hein, déjà initial. Et puis, je voyais Alexandre comme entre ciel et terre. Hein. Alexandre, il était lié au ciel par le haut du vortex et lié à la terre par le bas et par cette colonne de vortex. Et voilà, c'est qui manifestait, c'est la manifestation de la force, quoi. Quand on regarde ces tornades, c'est la force, c'est la dynamique. Hein. Vous savez bien que et, et plus ça tourne vite, plus ça se réduit, plus la force est grande. On pourrait parler beaucoup du vortex, on ne va pas rentrer dans le détail mécanique. Mais voilà, Alexandre, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est la manifestation physique plus palpable de cette énergie primordiale à travers la tornade, hein, qui est purificatrice, qui est destructrice et reconstructrice. Hein. Rien n'est positif ou négatif. Hein. Ouais, Et ouais. Mm. la tornade, c'est également ça. Hein. Voilà, elle est utile à la Terre, même si parfois elle paraît un peu destructrice, hein, mais elle est indispensable pour équilibrer les énergies.
Et il y a des tornades en permanence, c'est partout, forcément. Donc voilà, et puis moi, ben, je me voyais tout simplement dans le corps physique, hein, voilà. Moi, j'étais l'homme du corps physique, hein. Dans la médecine, je suis confronté au physique, même si on fait beaucoup d'émotionnel et de spirituel, forcément. Mais là, je me situais plus dans le corps physique, et je me trouvais bien à ma place, donc à travers l'eau circulante, et puis aussi à travers une autre eau, hein, dont on peut peut-être parler Oui, oui, maintenant. oui, parce que justement, parce que je voulais aussi arriver dans cette notion dont on parlait que je trouve très, très intéressante. Ce que tu partageais, c'est le phénomène de cet effet miroir dans l'eau morphogénique. Et du coup, et voilà, et ça, je pense que c'est important parce que c'est vrai que de parler du vortex, de la spirale, mais aussi qu'est-ce que ça peut créer. Et Voilà. c'est important. Et quels sont les outils pour qu'il y ait création comme il y ait matière? Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, je trouve ça, si tu peux nous partager, ça serait, ouais, ce Ouais, serait. une excellente question. Tant à dire, il faut que voilà, j'essaie de réduire un petit peu. Effectivement, l'eau morphogénique, donc c'est cette eau miroir dont tu parles, hein, en fait, euh, elle tient la forme. Mais pour ça, il faut lui donner la forme, hein. Donc, qu'est-ce qui lui donne la forme? C'est le souffle, bien entendu. Le souffle, c'est la spirale. Et donc, cette eau morphogénique va organiser les formes de manière spiralée. Tout dans le corps est organisé de manière spiralée, hein. euh, Depuis la naissance, hein, dans les cellules, dans la plaquette embryonnaire, il y a des mouvements spiralés, déjà. Hein, dans le petit, on n'est même pas embryon, je ne sais pas ce qu'on est, on est qu'un amas de cellules sur un support de tissu conjonctif, hein, qui est tellement important. Eh bien, déjà spiralé. L'enfant naît de manière spiralée. Et quand on accouche, il est spiralé. Donc voilà, la vie se manifeste là. Et puis après, eh bien, on va se structurer de manière spiralée. Nos os, par exemple, hein, donc la forme spiralée, la forme qui est donnée à nos structures protéiques, hein, notre protéine, notre structure ne tient grâce à l'eau, et de manière spiralée, hein, depuis le collagène, toutes nos fibres du tissu conjonctif sont spiralées. Alors, ça va avoir plusieurs conséquences, hein, j'entre un tout petit peu dedans, mais imaginez les os sont comme ça. Les organes sont comme ça. Regardez l'intestin. C'est une spirale, hein, déjà même de manière anatomique grossière, hein. On n'imagine pas des tubes droits, et tout est spiralé. Le cœur, je vous l'ai dit, les artères, les organes vestibulaires dans l'oreille. Il y a beaucoup de vertiges en ce moment pour différentes raisons. Les gens ont beaucoup de vertiges. Eh bien, la cochlée, on appelle ça la cochlée, est comme un gros escargot, hein. Ouais, Voilà. Donc, on pourrait passer à tout son temps à décrire, moi qui fais beaucoup d'anatomie et de dissection, c'est pas toujours. Voilà. Euh, voilà. Et cette eau, donc, à organiser les formes de manière spiralée, ça a plusieurs conséquences. Une conséquence purement mécanique d'abord. Vous comprenez bien que le mouvement de la vie, c'est un mouvement en spirale, hein. Le mouvement de la vie, c'est toujours ça. J'inspire, j'expire. On retrouve à tout niveau. Au niveau pulmonaire, les ostéopathes passent leur temps à écouter le mouvement primaire, le mouvement respiratoire primaire. C'est des mouvements d'expansion, de rétraction. Voilà. Hein, ça, c'est aussi, le vortex passe son temps aussi, c'est des rythmes, des pulsations. C'est des rythmes et des pulsations. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement ce mouvement spiralé est aussi de manière mécanique. Il est beaucoup plus facile d'avoir une mécanique tissulaire dans des mouvements comme ça que quand des mouvements d'étirement, hein. Donc, c'est pour ça que la forme spiralée est aussi importante et tenue par l'eau morphogénique. D'accord? Et puis, voilà, donc déjà de manière mécanique, là on reste encore en allopathie, j'ai envie de dire, hein. D'accord? On peut le comprendre. Et puis l'autre rôle de l'eau morphogénique, c'est qu'elle s'organise à la surface de toutes nos protéines, à la surface de nos cellules, même au niveau des membranes cellulaires. Eh bien, elle va avoir une organisation géométrique particulière, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Cette organisation géométrique particulière part de la molécule d'eau, hein. La molécule d'eau morphogénique est une molécule tétraédrique, ça veut dire en forme de pyramide. Voilà, hein. C'est la première structuration de l'eau, en fait, le point de départ de l'eau morphogénique, c'est une structure pyramidale. À partir de là, on va pouvoir construire tout un tas de géométries du vivant. Certains diront géométrie sacrée, on va dire simplement géométrie du vivant. Tout est organisé à partir d'une forme simple qui est la forme pyramidale. Alors après, on peut délirer sur la pyramide, hein, mais, euh, mais voilà, donc, et ça c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? D'abord sur la mécanique, ça joue encore sur la mécanique, mais c'est que ces formes, ces structures géométriques du vivant
vont pouvoir enregistrer les informations. Et c'est là que l'eau morphogénique est un enregistreur d'informations. C'est une eau à mémoire. Alors, il ne faut pas prononcer ce mot parce qu'on va se faire décapiter. Mais c'est l'eau à mémoire, c'est grâce à la structuration géométrique de l'eau. Hein. Elle forme des clusters. On a connu les clusters pendant le Covid. Hein. Eh bien, l'eau, par hasard, elle se structure également en clusters pour capter l'information, échanger les informations. C'est pour ça qu'elle devient miroir. Elle devient miroir. L'eau morphogénique devient miroir entre des informations extérieures, subtiles, on va dire, et pour transmettre aussi ces informations au corps physique. C'est pour ça qu'on parle d'eau interfaciale. C'est une interface entre quelque chose de plus subtil et quelque chose de plus physique. Hein. Et donc, c'est là que rentrent en jeu les mots de cohérence, de résonance, de vibration. C'est-à-dire, est-ce qu'on rentre en cohérence? Hein, on peut imaginer ça comme une structure, j'aime pas, c'est un peu vibratoire, ça veut tout dire et rien dire, mais une structure vibratoire capable de capter des informations à condition d'être en résonance. Hein. Résonance, ouais. On est traversé en permanence de boules d'informations. Heureusement qu'on les prend pour toutes, on serait mort. Donc, il y en a qui nous traversent, il y a quelques-unes qui nous interpellent. Voilà, parce qu'on rentre en cohérence, on rentre en résonance. Et là, on prend de l'information. Quand on rentre en méditation, quand on est connecté, certains sont connectés un petit peu là-haut, eh bien, on rentre en résonance parce que votre eau morphogénique est capable de. Elle est capable de, et on peut élever son niveau de résonance. Hein. C'est ça qui est important. La méditation sert à ça. On élève notre niveau vibratoire de l'eau qui est capable de capter d'autres informations. Donc, vous voyez que cette eau qui structure la forme, qui structure les formes de notre corps, est aussi capable d'enregistrer des informations, de transmettre des informations, puisque on vit dans un monde d'information. Tout est information. Donc, il faut que ces informations circulent. Et elles circulent grâce à l'eau. Hein. Donc, l'eau morphogénique, hein, associée au tissu conjonctif, c'est-à-dire aux protéines de notre corps, forme ce qu'on appelle, je ne sais plus quel organe, le 72e organe. En fait, c'est tout simplement le treillis conjonctif sur lequel reposent toutes nos cellules et tous nos organes, grâce à l'eau morphogénique, organisés avec nos protéines. Donc, ça forme, vous imaginez, c'est ce treillis, cette structure, capable de maintenir des formes, d'avoir une plasticité et capable de capter des informations et de le retransmettre. Hein. Voilà, c'est une eau interfaciale. Et puis, bon, je ne parlerai pas de notre système préféré, qui est le système nerveux autonome, parce qu'il faut que l'eau du corps physique communique avec le corps physique. Il faut que l'eau communique non seulement avec le ciel, mais communique avec la terre. Et pour ça, elle a besoin aussi d'autres intermédiaires, d'autres interfaces. Et l'autre interface extrêmement importante, méconnue, mal connue, je ne dis pas méconnue, mal connue de la médecine, je sais, puisque je vais souvent en neurologie au CHU, eh bien, c'est le système nerveux autonome qui, lui, est capable de parler à l'eau. Hein. Donc, l'eau parle avec le plus subtil, l'eau interfaciale, l'eau morphogénique parle avec le plus subtil, mais elle parle aussi avec le plus dense, le plus physique, par l'intermédiaire du système nerveux autonome. C'est pour ça aussi que nos émotions, on les reçoit dans l'eau. Hein. Voilà, nos émotions, elles sont dans le corps avant d'être dans le mental. Il faut quand même un intermédiaire physique. On est là, s'incarner, pas toujours facile, mais cette incarnation nous oblige à avoir des systèmes de communication, des interfaces. Et donc, pour finir avec cette eau morphogénique, et c'est un petit peu ma passion, c'est-à-dire que cette eau morphogénique est capable de discuter avec ce système nerveux autonome, qui lui va discuter avec le cerveau, etc., etc. Donc voilà, le passage des émotions de quelque chose de très subtil à quelque chose de plus physique. Voilà, je pense que je suis un peu brouillon, Non, non, mais non, c'est super intéressant parce que moi, du coup, ça me fait rebondir à, pardon, une vision que j'avais eue concernant justement les pyramides, cette forme géométrique et même la pyramide par elle-même, où il disait que, par exemple, si tu veux, l'homme avait la position à la base de la pyramide et on ne pouvait pas prendre la pointe. Le haut de la pyramide ne nous était pas destiné. Voilà, nous, l'homme, notre position était à la base, sachant que l'information qui est donnée, c'est qu'on était des êtres émetteurs et récepteurs. Et du coup, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis dans cette, voilà, ces informations entre le haut et le bas, parce que, et dans le bas, donc l'effet miroir aussi des profondeurs, et du coup le sens inversé aussi des choses, des mondes inversés. Et du coup, voilà, et c'est pour ça que ça fait résonance, et je trouve ça très intéressant, et je trouve ça très bien qu'on aborde cela, parce que je pense que c'est important de se dire qu'on est vraiment tous des êtres émetteurs et récepteurs, quoi. absolument. Et c'est l'eau. Elle est émettrice, elle est réceptrice et émettrice, bien entendu. C'est, voilà, on va pas aller jusqu'à des choses plus métaphysiques, mais
si elle est réceptrice, comme on dit, et émettrice, elle est quelque part le support de l'âme, puisqu'on est là pour prendre des informations et les transmettre, hein. Mm. Donc, jusqu'où ça va, je ne sais pas. Mais dans toute la symbolique, dans les tarots, on n'a qu'à voir les images. On voit bien que cette eau, c'est le support de l'âme, hein. L'eau, c'est la lune, c'est la femme, hein. Mm. Bon, voilà. Et donc, voilà, on pourrait partir après sur le symbolisme de l'eau, mais je pense que là, on ne va pas y aller. Ouais. Mais voilà, déjà pour rester, voilà, on est sur un monde à la fois physique et peut-être décollé un petit peu, hein. Mm. Donc, mais il n'y a rien en fait, il n'y a rien enfin, c'est à la fois ésotérique et exotérique, mais tout est simple et explicable, hein, de manière le plus scientifique possible, si possible, hein. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que du coup, je ne sais pas, est-ce que moi j'ai envie de dire aussi du coup, est-ce que Euh, justement, prenons soin de notre souffle, de ce souffle qui est divin, qui vient d'en haut pour descendre dans notre corps. Donc, ça veut dire qu'on active et on respecte le mouvement juste de la spirale, de ce souffle, Ouais. qui est sûrement à la résonance avec tout le souffle, la spirale qui se trouve dans les os de notre corps. Et je pense que c'est vraiment très, très important de se dire que certes, il y a une ouverture du cœur, mais moi j'ai envie de dire, il y a aussi bien au-delà de l'ouverture du cœur, puisque c'est le souffle, c'est cette spirale qui fait fonctionner. Prenons peut-être conscience de cette respiration, de ce souffle. Je ne sais pas ce que tu en penses pour finir, Jacques, si tu veux dire un mot Non, là-dessus. non, je suis tout à fait en accord avec toi, c'est-à-dire que voilà, le souffle est important, la cohérence cardiaque. Je demande beaucoup à mes patients de faire de la cohérence cardiaque, hein, qui est simplement une écoute respiratoire, hein, il ne faut pas chercher compliqué. Mais cette cohérence cardiaque permet de prendre conscience du souffle déjà, du souffle de l'air presque déjà, mais c'est l'air, c'est aussi le souffle, hein. On n'a pas parlé de la communication de l'air et de l'eau, hein, Mm. puisque dans le poumon, eh bien, l'air va communiquer avec l'eau cette fois, hein. Donc, donc ce souffle-là est important et prendre conscience de ce souffle et de la respiration, quoi. Euh, parce que voilà, c'est indispensable en particulier pour calmer le système nerveux autonome dans nos patients, hein, le système parasympathique. Donc ça, c'est important, prendre conscience de la respiration, des techniques respiratoires. Et puis, je dirais, si on peut conclure quelque chose de pratique, c'est prendre conscience de l'eau que l'on boit, hein, de l'eau que l'on boit et de sa dynamisation. Voilà. Hein, on parle beaucoup de systèmes différents, de filtration, une membrane, d'osmose inverse, tout un tas de termes. Eh bien, il faut que cette eau qui a été filtrée, elle soit redynamisée après. Il faut qu'elle soit plus utile à notre corps et plus absorbable et plus énergétique et plus capable de transmettre des informations, hein. Donc, on retrouve cette spirale dans l'air, bien entendu, que l'on respire. Tout est spiralé, hein, depuis le nez aux alvéoles. Et puis, cette eau que l'on va boire, il est intéressant, je ne vais pas dire indispensable, on peut survivre, mais il est hyper intéressant de la dynamiser également à travers un mouvement vortexé, hein. Voilà ce que je pourrais dire pour cet échange, hein. Euh, pour finir, Jacques, est-ce que tu veux partager, est-ce que du coup, si les gens veulent te contacter, est-ce que tu as écrit quelque chose? Est-ce que voilà, est-ce que tu as des choses à transmettre? Bien sûr, je J'ai- rajouterai des liens ouais. en bas de la vidéo, mais voilà, Ce que j'ai écrit, c'était plus sur les nerfs, le système nerveux autonome, des choses très, très médicales, hein. Donc, je pense pas que ça branche qu'un petit, pour un petit public très spécialisé. Donc, je pense pas que ça intéresse. Mais je suis en train d'écrire, j'écris tout ah, ce que je te dis. Donc, voilà, tout est dans des paquets, j'ai des tas de feuilles. Et il faut le regrouper, le synthétiser, l'exprimer de manière simple. Et bien sûr, je parlerai de l'eau morphogénique, de l'énergie qui l'anime, hein, et de l'énergie qui passe par l'eau. Et toutes les informations passent par l'eau, hein. Voilà, on n'est pas entré dans beaucoup d'autres structures plus fines encore, mais tout est spiralé, même dans les lymphatiques. Enfin bref, je pourrais, mais voilà, ma passion m'emporte toujours. Mais voilà, tout simplement, voilà, je finirai par écrire. Tout est dans ma tête et sur des feuilles volantes. bon, super. Bah, de toute façon, J'espère qu'elles ne vont pas partir dans une spirale tourbillonnante dispersée. Donc ça va. non, et ben, comme ça, on communiquera, voilà, une fois que tu auras tout, que tu auras Voilà, écrit et on voilà, te souhaite d'être, voilà, d'être invité, du coup, et bon, on partagera tes écrits, voilà, voilà. Voilà. Je fais des séminaires d'ostéopathes où je voilà, développe un peu ça, mais super, c'est réservé aux ostéopathes, quoi, hein, pour d'accord, l'instant. Aux d'accord. ostéopathes ou aux thérapeutes au sens large, hein. Voilà, je fais pas. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. C'était très Merci à passionnant. toi.
Très C'était passionnant. super d'échanger. J'étais un petit peu passionné, peut-être un peu brouillon. J'espère que j'étais à peu près clair dans ce C'est que je très voulais bien. exprimer. Merci à toi et puis Merci. à une prochaine fois. Oui, à très très vite. Merci Jacques. Merci.